GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue sur ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Crit. Comment tu vas ? Salut Zerex monsieur, et puis je vais très bien, je te remercie pour l'invitation. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté. Comme je te le disais en off, très content de te recevoir parce que je t'avais découvert il y a très longtemps maintenant à l'échelle du Web3, c'est très longtemps, 2 ans, quand tu Deux faisais, ans, 2 ans déjà. c'est ça, quand tu faisais des lives sur Stephen avec Lucas qui est passé sur le podcast et Jérôme aussi. Jérôme. Mais avant de rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu comment tu as débarqué dans le Web3 ? Ouais, eh bien écoute, moi je suis anciennement Crit, désormais Purito Sensei. Fallait que je change un peu de nom parce que Crit Stephen Stat, oh, c'était un peu relou. Officiellement Jérémy, puisque j'ai un véritable prénom. Et donc du coup, comment j'ai découvert Stephen, c'est ça ou la crypto, tu me disais? Ouais, la crypto, les NFT, comment tu t'es La rentré un peu crypto, dedans ? j'ai commencé en mai 2021 très précisément. Comment j'ai découvert ça? Alors, j'ai toujours été un peu intéressé par la technologie depuis déjà pas mal d'années. Puisque je suis médecin, j'ai des internes et j'avais déjà des internes, donc des étudiants en médecine avancée qui étaient déjà dans la crypto, hein, qui avaient fait sur le bull run de 2017 un peu de sous-sous. Ils sont partis à Monaco derrière en tant que médecin anesthésiste. Bon, autant dire que maintenant ils ont beaucoup plus d'argent que moi. Donc du coup, moi, j'étais intéressé, mais c'est sur une fin de bull run et puis j'avais d'autres choses à faire dans ma vie. Derrière, en fait, je redécouvre un peu la crypto. Du coup, en 2021. Lorsqu'il y a la première partie du bull run, qui était donc du coup en deux pics, avec le compagnon le cousin de ma compagne, qui était vraiment sur Ethereum à fond, qui avait énormément investi et qui mettait sur Facebook tout le temps des trucs sur les charts, les machins. Et je me suis dit, ben go, là, ça va être le moment de se mettre un peu dedans, au moment où pas grand monde parlait vraiment de crypto à ce moment-là. Et du coup, j'arrive en 2021. En fait, j'arrive plutôt au bon moment, c'est-à-dire qu'il y a eu la première. Je pense que moi, j'ai pas trop connu parce que j'arrivais sur la fin, mais il y a eu la première chute du Bitcoin, Ethereum et de toutes les altes. Donc sur ce mois catastrophique de mi-2021. Et moi j'arrive, je mets 100 euros épouse au moment où c'est relativement calme. J'arrive sur la fin de la chute, sur une période de 2 mois où en fait on est sur une consolidation du Bitcoin. Donc je fais beaucoup de trading, hein. Je fais du trading, je me crois pour un génie. Je fais du levier, hein, évidemment les trucs à pas faire. Je gagne beaucoup d'argent et je perds encore plus d'argent. Je fais tous les trucs d'erreur, tous les erreurs classiques d'un débutant, que je ne considère pas comme étant des erreurs parce que je considère que le trading s'apprend énormément par l'erreur, hein, c'est une école de l'humilité. Et, euh, et, et derrière, bah, je continue à faire mon petit bull run tranquillement sur la fin jusqu'en novembre 2021 où il va y avoir le deuxième pic de Bitcoin. Et puis après, bah, ça va être la chute aux enfers pour tout le monde. Et je découvre en fait Stephen du coup en février 2022 très précisément puisque j'achète ma première chaussure. Je m'en rappelle encore, c'était le 10 février 2022 à travers. Alors c'était pas un tweet, mais une vidéo YouTube de Cryptomatrix à Ouais. l'époque, puisque Lucas, donc Club Stephen France, actuel chef du marketing de Stephen, et ancien ambassadeur de Stephen, en fait, on se découvre exactement au même moment, exactement sur la même vidéo, avec une runneuse qui disait qu'elle avait gagné genre 100 $ en courant 2 heures. Donc nous, on avait trouvé ça incroyable. C'est vrai qu'à l'époque, 100 $ ça paraît un peu ridicule. À l'époque, c'était dingue. Et du coup,
on se met à marcher, à courir, à acheter nos premières Santiago et à acheter nos premières NFT, puisque moi je faisais du trading de tokens, mais je faisais pas du tout de NFT. Ok. J'entendais parler de la technologie, mais voilà, première NFT achetée, qui était une common, c'était une runner à l'époque, hein, puisque en plus ça faisait déjà 6 mois que je m'étais remis à la course. J'avais fait un 10 km en compétition, c'était ma première compétition de course, donc j'étais très content, je l'avais fait en moins d'1 heure, donc quand tu sais pas courir, t'es quand même très fier de toi, et ça c'était avant Stephen, et donc j'étais un peu dans ce mood, un peu de retrouver, de refaire du sport. Sachant que le running, c'est à peu près le seul sport que je fais de ma vie, hein. Un peu de badminton quand j'étais gamin, mais j'ai jamais trop adhéré à du sport. Et puis, bah voilà, c'était l'occasion de joindre l'utile à l'agréable. Et voilà. Et donc, contrairement à Lucas, qui lui a une attitude très protectionniste, à faire un ROI très précocement, moi j'ai fait un choix, je dirais pas une erreur, mais un choix en fait de monter. Je voulais pas trop investir dans Stephen. Alors là où j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, Stephen m'a un peu sauvé la mise. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup d'argent, enfin beaucoup, quelques milliers d'euros sur un ancien protocole qui s'appelait Terra Luna, sur lequel tu pouvais gagner 20% de yield, donc de rendement annuel en mettant de l'USD, donc quelque chose de très protégé, hein, puisque c'est une stablecoin, et 20% par an, ce qui était énorme. Hein. Tu mettais 1000 $ sur le protocole et tu gagnais 200 euros tous les ans, donc c'était dingue. Et en fait, ce protocole a totalement craché. Et j'avais aussi beaucoup d'argent sur FTX, qui Ah ouais, était la la doublette plateforme là. qui s'est crashé. En fait, je faisais mon trading sur FTX parce que je trouvais ça vraiment très pratique. Tu pouvais mettre plusieurs positions et te hedger sur des positions en short et en long. Enfin, moi, il y avait des techniques un peu comme ça, assez intéressantes. Et en fait, tout l'argent que j'avais sur toutes les plateformes, j'ai globalement fait ce qu'il faut jamais faire, évidemment, all-in sur Stephen. Après quelques mois quand même, hein, après un mois, 2 mois, je voulais voir d'abord un peu comment, parce que je suis arrivé très précocement. Hein, faut se dire que Oui, février, c'est Stephen, tôt quand même, ouais. les toutes premières OG, c'était en décembre. Hein, des gars comme K-Train, qui était l'un des ambassadeurs américains et qui était très très en avance. Les premiers joueurs, c'était allez peut-être fin novembre, mais c'est les tout premiers OG, c'était en décembre. Et moi, j'arrive en février, 2 mois après, donc personne n'en parle, quoi. Personne ne parle de Stephen. Et ben voilà, ben en fait, pendant 3 mois, ça a été juste incroyable. Hein, avec le GMT, il est sorti de souvenirs. C'était la première semaine de mars, donc c'était 3 semaines après que moi je me suis remis sur Stephen, et en fait j'ai plutôt pris le parti. Alors mine de rien, j'ai fait all-in, mais en fait ma première paire de sneakers, elle était à 2000 balles. Hein. Donc quand tu cliques sur acheter, tu fais pas le malin. Tu dis mais je suis débile. Pourquoi je fais ça? Euh, Après, j'ai plutôt, comme beaucoup d'entre nous, l'appétence du risque. Hein. J'aime bien le gambling, et donc je suis plutôt quelqu'un qui fait du risque contrôlé. Pour ça d'ailleurs que je vais pas trop FUD, c'est-à-dire quand je considère que je perds de l'argent, ben en fait, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Quand tu pars sur des systèmes comme ça, tu sais que tu peux aussi être perdant. Donc du coup, j'ai acheté quelques chaussures et derrière, en fait, j'ai surtout, du coup, remisé ce que j'avais gagné dans dans le réinvestissement, et parce que moi je voulais absolument arriver aux 2 heures par jour, ce que je suis toujours actuellement. Hein, je n'ai pas revendu, je suis à 2 heures par jour, 2h05 exactement, parce que je fais les 25 énergies. Et voilà, donc du coup j'ai quand même gagné quelques milliers d'euros en remettant sur mon compte bancaire en fiat, parce que j'ai un tel instinct de gambler et de profil à risque, que quand moi je gagne de l'argent, en fait, j'ai plutôt tendance à réinvestir plutôt qu'à me protéger. Donc je me suis dit, bah Ouais. non, je te connais, Jérémy, arrête de faire des conneries. Maintenant, tu remets sur ton argent, parce qu'une fois que tu l'as remis sur ton compte bancaire, tu sais que tu ne vas pas le remettre en crypto. Donc j'ai remis peut-être 5 000 euros, un truc comme ça, sur mon compte bancaire. Mais par contre, sur la chute, je pense que maintenant j'ai ROI, mais à l'époque, j'ai mis quand même du temps à ROI. J'ai mis beaucoup de temps, et puis après, c'était pas grave, parce qu'en fait, mine de rien, j'ai perdu, grâce à Stephen, 10 kilos. Je trouvais ça incroyable. Je faisais énormément de running. Grâce à ça, j'ai fait plusieurs marathons. Enfin, marathon officieux. En fait, je m'étais inscrit au marathon Nice-Cannes, et finalement, je l'avais pas fait parce que le billet d'avion était trop cher, je tout savoir. Mais j'ai fait, je crois, 6-7 marathons pas officiels sur Strava, c'est-à-dire quand je vais courir chez moi.
Ok. Et voilà, et puis j'ai perdu 10 kilos. Et moi, je trouve que c'est ça le principal reward de Stephen. C'est qu'en fait, en réalité, ça m'a fait sortir, ça m'a fait courir alors qu'il pleuvait, qu'il ventait, qu'il neigeait, qu'il grêlait. Ça, c'était du coup en hiver 2020, hiver 2022. Et moi, c'est surtout ça que je dois à Stephen. Voilà. Après, maintenant, je réinvestis beaucoup de choses dans d'autres collections, dans d'autres choses. Donc, en fait, finalement, tout est éparpillé. Et moi, je suis un très, très mauvais gestionnaire de d'argent. C'est-à-dire que je m'amuse, je suis un gamer plus qu'un spéculateur. Je me fous un peu de savoir où je mets mon argent, pour être très franc. Je sais combien Et j'ai globalement, mais ça va pas forcément aller plus loin. Donc voilà un peu mon histoire, sans parler de l'aspect social, Stepenstat. Juste moi mon côté joueur et spéculateur, mon profit. ok. Ouais, donc t'as réinvesti tous tes gains, sachant que bah, sur l'année 2022, ils étaient colossaux, mais les assets étaient aussi très chers. Enfin, ça suivait de toute façon. Et toi, il y avait un truc sur lequel je voulais revenir. C'était le fait que tu misé sur les gemmes à l'époque où ce n'était pas du tout la méta. La luck l'était pas encore, enfin de mémoire, hein, sur les lives que vous réalisiez. Et toi, tu accumulais un maximum de gemmes, si j'ai un bon Ouais. souvenir, un petit peu avant tout le monde. Et comment ça s'est un petit peu passé? Est-ce que ça, cette stratégie t'a aidé à te rapprocher du ROI à l'époque ou à réinvestir? Et est-ce que c'est ta stratégie Ouais, pour actuelle ou pas? ouais, donc du coup, alors, il y a plusieurs moyens. Alors, il faut se remettre dans la situation où le GMT n'était pas encore sorti. Hein, on est en février, donc GMT sort en mars. Le confort ne sert à rien. Le confort ne sert à rien, puisque du coup, le confort sert à gagner du GMT. Donc en fait, à l'époque, évidemment, le confort enfin, le confort, les gemmes de confort, ça vaut rien. C'est l'équivalent des gemmes. Et encore, on préférait acheter des gemmes résilience qu'acheter des gemmes confort. Puisque la résilience, au moins, tu perdais un peu moins de GST. Le C'est confort, ça ça. servait à rien. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'avais pris le pari des gemmes, en me disant, alors déjà, avec Stepenstat, hein, puisque j'avais été connu sur l'écosystème Stepen pour faire du theory crafting. Donc, pour ceux qui ne savent pas le theory crafting, c'est, pour la faire simple, la modélisation mathématique du gaming pour essayer justement d'optimiser son jeu. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, que ce soit dans le gaming ou soit dans la spéculation globale, l'idée c'est jamais de faire ce que tout le monde fait. Si tu fais tout le monde fait, de toute manière, tu vas diluer tes gains avec l'ensemble du pool de gens qui font la même chose que toi. Et donc, si tu veux ressortir gagnant d'une stratégie, il faut quand même partir sur une théorie de niche, un truc que personne ne fait et qui risquerait d'être gagnant. Et donc, du coup, moi, effectivement, ça a été plutôt les gemmes. Ils gagnaient du GST, ils gagnaient des mystery box de niveau 1, niveau 2, niveau 3 dégueulasses. Alors à l'époque, il n'y avait pas 10 Mystery Box, il y avait, je crois de souvenir, 5 levels de Mystery Box. Et Ouais. gagner des niveaux 1, niveau 2. Et en fait, ils revendaient tout. Ils revendaient les gemmes, ça faisait plus de GST, ils étaient contents, et puis voilà. Là où moi, je faisais plutôt le pari du coup, des upgrades. C'était un truc de malade à l'époque, hein. C'est-à-dire qu'une level 1, tu la revendais, je ne sais rien, c'était genre 50 balles. 50 balles, enfin, c'est ridicule. Quand tu faisais un upgrade, t'arrivais à une niveau 2, mais bah, du coup, tu la revendais 300 balles. Une niveau 2, tu vois, c'était débile. Donc après, évidemment, j'ai aussi fait beaucoup de pertes de gemmes sur de la stratégie. Toutes mes upgrades de gemmes, moi j'avais un truc à l'époque, un machin, un bloc-notes où je marquais tous mes upgrades et je regardais si la 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 probabilité théorique, les 35%, 55%, 45%, etc. de passage à niveau 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4 était réelle. Sauf qu'un truc comme ça, tu veux pas le faire par une déclaration de genre, tu peux faire un formulaire, dites-moi vos trucs, parce qu'en fait, ça marche pas, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un biais déclaratif, où en fait, il y a que les gens qui vont réussir, Ouais, qui qui vont vont être dire qu'ils ont contents, qui vont réussi, remplir hein. le formulaire. Donc, du coup, tu vas surestimer ton gain. Et le seul moyen de faire ça, c'est en fait d'avoir des personnes qui déclarent tout. À chaque fois que tu as un upgrade, tu déclares systématiquement que tu gagnes pas. Donc moi j'avais fait, donc j'ai plusieurs milliers de gemmes que j'ai upgradé. Et en fait oui, donc spoiler alert, oui,
les trucs sont exacts, les probabilités théoriques sont exactes. Et donc, à partir des probabilités théoriques, ben là, tu peux faire du théorie crafting. Tu récupères le prix des gemmes niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tu regardes, c'est le niveau supérieur. Tu prends le prix du GST nécessaire pour upgrader, avec le prix du GST en fonction des différents royaumes qui apparaissent plus tard. Et là, tu vois si tu as un profit ou pas. Donc là aussi, pareil, tu peux te faire du profit en faisant des choses comme ça. Sauf que ça nécessite de manipuler un peu les statistiques, parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est ben voilà, quand tu as 35% de chance, quand tu as 35% de chance de réussite sur un niveau 1, un niveau 2, ça veut dire que tu as 65% de chance de rater. Ben, en fait, ça veut dire que la chance ou le risque de rater 3 fois d'affilée, c'est 0,65 exposant 3 statistiquement. Donc en fait, c'est relativement fréquent. Alors je l'ai pas en tête, il faudrait que j'ai pas une calculette sous les yeux, mais c'est peut-être dans les 10% de chance, tu vois, de rater 3 fois de suite. Et en fait, il y a plein de gens qui étaient dégoûtés, qui disaient ouais mais putain fait chier, gna gna gna, regardez, j'ai raté 3 fois de suite, j'ai perdu 2000 balles. Et en fait c'était débile parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle la loi du plus grand. Alors moi je suis médecin, je vous l'ai dit, hein. En plus de ça j'ai fait un master de recherche et je suis responsable de la recherche scientifique dans mon établissement de santé. Donc je gère toute la recherche. Donc j'aime bien les stats. J'aime bien les stats, je fais des stats moi-même, ça m'intéresse. Et derrière, moi, ça me passionnait, tu vois, de comprendre les mécaniques intrinsèques du jeu Stephen, sachant qu'à l'époque, quasiment rien n'était expliqué sur le white paper. C'était à toi de découvrir en découvrant un peu l'ensemble des trucs. Et donc, et en fait, la théorie des gemmes, c'était un truc où tu gagnais masse de pognon. Personne savait parce qu'il fallait récupérer des données. Tout était, c'était un champ large de trucs inconnus. Et donc moi, mon intelligence entre guillemets, ça a été d'être le premier à collecter toutes les données individuelles de gens et d'en faire des statistiques un peu de big data si tu veux. Et c'est comme ça qu'est né StephenStat. Très rapidement, hein, c'était en février 2022, genre une semaine, 2 semaines après avoir commencé, après avoir acheté ma première Santiago. Hop, derrière j'ai commencé à faire mes statistiques. Il y avait déjà des gars dans le Discord qui faisaient ça. Moi je l'ai fait sur Twitter. Et là sur Twitter, explosion de followers parce que du coup j'apportais quelque chose de niche, le théorie crafting, qui permettait de gagner énormément de thunes. Voilà, donc c'est comme ça aussi que j'ai percé un peu dans le milieu de Stephen puis du gaming. Ouais, sachant qu'à l'époque, effectivement, pour se remettre dans le contexte, il y avait vraiment zéro donnée, il y avait quasiment pas de contenu. Donc on était un peu perdu pour anticiper toutes ces upgrades de gemmes. Il y a aussi eu bah, les ouvertures de Mystery Box aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur? Quelles sont les stats? Est-ce que ça se vérifie? Il y a eu beaucoup ça, je crois aussi sur Step Stat au début, les contenus Ouais, des il y a eu Mystery beaucoup. Box. Alors oui, et puis à l'époque, on avait travaillé avec l'IS, qui on s'envoie encore régulièrement des SMS. Malheureusement, lui il était en études, il a dû arrêter pour se concentrer sur sa vie, gagner de la thune, hein, ramener du pain à la maison à la fin de ses études. Et en fait, on avait beaucoup travaillé pendant plusieurs mois, de juillet jusqu'à janvier 2023, sur StephenStat, donc qui entre-temps est devenu Forge Blast, enfin GameFi puis Forge Blast. Qui est en fait une application, hein, qui à l'époque était en test, hein, sur l'iOS, hein, sur le test flight, et également sur Android, où en fait tu mettais le contenu de ta mystery box et le screenshot, tu uploadais sur l'application le contenu de ta mystery box et ça te reconnaissait automatiquement par des méthodes de pattern recognition, le type de mystère le type de gemme, et puis sa classe, est-ce que c'était un rang 1, un rang 2, un rang 3, et ça te calculait automatiquement le contenu, le montant en dollars si tu revendais tout ça. Avec où tu retirais les 6% de commission Stephen. Voilà. Et donc c'était cool parce que tu pouvais tous les jours savoir à combien était ton ROI, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et puis avec ça, en fait, mine de rien, on collectait toutes les données et on pouvait très facilement avoir des données sur des dizaines de milliers de mystery box différentes. Voilà. Donc euh, voilà. Et donc du coup, effectivement, j'étais le seul à faire ça. Et puis on avait fait aussi initialement StephenStat, c'était pas une application. Initialement, c'était un Google Form, enfin pardon, un Google Sheets. Enfin, c'était un Google Form qui renseignait un Google Sheets. Donc les gens ils rentraient un Google Form, donc c'est déclaratif. Puis après derrière, je récupérais toutes les données qui étaient non modifiables. Donc j'avais ma propre base de données. Et puis voilà, puis il y a eu 3 versions différentes avant qu'on lance l'application StephenStat. Et voilà, c'était cool parce que tu avais un vrai truc communautaire. Les gens participaient, c'était vraiment sympa. Yes.
Et avant de peut-être repasser plus pleinement sur Forge Blast aujourd'hui, et pour clôturer peut-être la page Stephen, aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie? Et je crois que tu me disais que tu avais 20 énergies du coup? Ouais, donc j'ai toujours 20 énergies, hein. Ouais, J'ai des j'ai des pures j'ai des pures chaussures pour le coup. Alors moi j'ai jamais été une whale ou quoi que ce soit, hein. Je suis un joueur normal. Alors je suis médecin donc je vais pas cacher que je suis pas non plus dans la misère sociale et je vais pas non plus je dors pas sous les ponts à cause de Stephen. Mais pour le coup j'avais réussi. Alors initialement pendant très longtemps j'ai eu une uncommon pendant voilà, très longtemps, hein, des mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, voire un an. Une commande qui m'a très bien servi, qui m'avait permis de justement monter toutes mes chaussures. Et maintenant, en fait, j'ai deux rares. J'ai une rare sur lequel j'ai 1700 de confort que j'avais acheté d'ailleurs à un gars du Wolf Epic Club. ok. Bon, j'avais mis sur Twitter et du coup il y a un gars qui me dit c'est ma chaussure que t'as acheté. Donc du coup c'était assez cool et moi et je l'ai acheté genre vraiment sur le creux du Bitcoin, quoi. Vraiment, moi, je trouvais qu'elle valait que dalle dans la potentialité que le GMT explose. Donc, je l'avais acheté. J'ai 4 gemmes de niveau 4 dessus. Donc, voilà, 1700 de confort. Et puis, j'ai ma deuxième grosse chaussure, qui est une chaussure évidemment de luck, hein, puisque la luck reste toujours, moi, mon attribut d'affection qui est une jogger pour le coup et sur lequel j'ai combien, je sais même plus combien j'ai de luck sur celle-là. J'ai 3600 de luck, ce qui me permet d'avoir avec des 25 énergies des niveaux 9 et des niveaux 10. Voilà de Mystery Box, hein, ce qui me va ce qui me va entièrement. Et là pour le coup j'ai des niveaux 5 en gemmes des deux côtés. Donc j'en suis assez fier. Et puis tu vois sur les deux évidemment j'avais choisi qui avait des caractères de base très importantes puisque comme vous le savez la potentialisation des gemmes se fait surtout avec l'attribut de base, hein, celui quand vous l'achetez et que vous n'avez pas de gemmes dessus. Donc voilà, moi j'ai 41 de luck sur ma chaussure luck en base et sur l'autre j'ai 41 de confort également sur ma chaussure de confort. Donc Donc voilà, c'est ça me quasiment le permet max. de après, il y a jamais de max parce que du coup, en réalité, je pourrais aller à niveau. Oui, pardon, c'est niveau par rapport au stade de base. Ouais, c'est Ouais, quasiment le c'est ça. max. Ouais. Ok. Vraiment, je me demande si c'est pas même au-dessus. Je me demande si c'est pas des personnes qui ont fait des enhance et qui ont peut-être plus. Je sais plus jusqu'à combien la rare monte en attribut max, en base. Mais bon, en tout cas, je voulais plus de 40 pour les deux. Ok. Et comme tes joueurs, malgré le fait que les Mystery Box soient pas toutes rentables, tu continues de les ouvrir ou t'arrives à te retenir? Alors non, non, bah, de toute façon, là pour le coup, elles sont toujours rentables. Alors là, on est en train de refaire, je suis avec Forge Blast, là, toutes les statistiques Ouais. des Mystery Box. Là, je dois dire, pour être très franc avec toi, là, moi, j'ai arrêté Stephen depuis 2 mois. Ok. J'ai revu là, la dernière fois que j'ai fait Stephen, c'était le 13, non, ouais, c'était le 13 mars. Donc autant dire, pour plusieurs raisons principales, trois raisons principales. Bon, la première, évidemment, c'est que bah, le GST, le GMT est toujours très bas, mais ça, c'est une fausse raison parce qu'en réalité, si tu crois en Stephen, mais en fait, tu accumules. En attendant, il faut pas faire ça au moment où bah, tu vois, où tu gagnes beaucoup. Faut accumuler pendant des mois, puis derrière, tu attends le moment où ça explose. Donc ça, c'est une fausse raison. Mais c'est quand même une raison quand même, c'est-à-dire que je gagnerais 1000 $ par jour, ben, je sortirais. L'autre chose, c'est le Force Blast, donc mon projet, notre projet, qui me prend un temps fou parce qu'on développe plein de trucs, donc on en reparlera plus tard, mais c'est incroyable ce qu'on est en train de faire, donc je suis très content. Par contre, c'est sûr que quand je travaille pas, bah, 8 heures du matin, je travaille sur ça jusqu'à minuit, 1 heure du matin, donc c'est vraiment très cool de développer une communauté et puis une application derrière. Et puis la troisième raison, c'est qu'il fait moche, c'est qu'il fait moche, que j'en peux plus, que moi j'habite à Reims. Et que là on est sur une année dégueulasse. Alors je sais pas où t'habites toi là, mais globalement dans le nord de la France, ça fait 6 mois. Là on est en mai. Putain, il y a un jour sur deux, il fait que de pleuvoir. J'en ai ras le cul, voilà. Et pour 1000 $ par jour, oui. Pour 8 $ par jour, non merci. Je préfère faire du trading de NFT sur Tensor et me gagner 200 balles sur un pari gagné, quoi. Voilà, donc c'est un peu les trois raisons qui ont fait que. Après, je dois avouer qu'on parlait du fait que j'avais perdu 10 kilos. Bon, j'ai jamais été très gros. Après, je suis grand, mais globalement, j'étais en surpoids, mais sans être obèse. Là, j'ai regagné quand même avec l'arrêt de l'activité physique tout ce que j'avais perdu. Et donc, moi, j'ai rien revendu de Stephen. Je pense que je revendrai quand on sera vraiment sur une explosion du GMT. Ouais. Euh,
Mais par contre, moi, j'ai hâte qu'il refasse beau pour repartir quand même faire mes courses tous les jours parce que c'est un truc mine de rien qui me manque. Voilà, quand je disais j'étais pas un gros truc, j'étais pas un gros sportif, mais en fait, quand t'as une activité où tous les jours tu cours, tu marches, tu machin, tu vois moi j'ai un canal à Reims où en fait, bah du coup tu vois ouais, tu vois les animaux, tu vois des hérons, qu'on appelle ça pour des animaux. Je reverrai sur l'encyclopédie des animaux du canal de Reims. Des loutres, voilà, c'est ça que je cherchais. Tu vois des loutres, tu vois plein de petits animaux comme ça. Donc c'est cool, tu vois. Tu entends les petits oiseaux qui font cuicui. Moi qui étais plutôt un geek, bah du coup c'est bien de sortir un peu tous les jours et puis se faire de l'activité. Et puis je vois des gens aussi. Hein. Moi, j'ai croisé quelques personnes sur le canal de Reims. Chris par exemple, Chris K qui est un aficionado de Stephen, qui est dans ma communauté, qui est dans la communauté des Wolves, qui poste tout le temps sur ça, voilà que j'ai croisé. Alors moi quand je cours, j'ai la casquette Stephen avec mon ancienne sneaker Uncommon que j'avais brodé. Alors pas moi-même, j'ai fait passer ça par un truc là, mais j'ai toujours ma casquette, donc c'est un petit signe de reconnaissance et ce qui fait que les gens m'arrêtent. Ouais, c'est toi, Craig, c'est trop bien. Bon après évidemment maintenant les gens m'arrêtent moins. Ouais, c'est toi, Chris, trop cool, machin. Et donc c'est comme ça que j'ai croisé Christophe, avec qui, voilà, je suis déjà allé chez lui, on a mangé, on est allé au cinéma, j'ai vu sa petite famille, il est venu à la maison, et on court encore, on marche ensemble. Voilà, donc c'est cool, tu te fais aussi des vraies connaissances. Donc on a fait plein d'événements, Stephen aussi, j'ai dû en faire trois, je pense, avec Lucas, avec Emmanuel. C'est bien de voir du monde aussi, de discuter un peu de tout ça. C'est cool. Donc Stephen, ça permet tout ça. Donc c'est vrai que moi, j'ai jamais été du côté FUD parce que justement, je trouve que ça permet de gagner d'autres choses que juste l'argent et à commencer par la santé. Voilà, c'est un Ouais. peu ça. Je sais même plus quelle était ta question initiale, mais j'oublie toujours les questions initiales parce que je fais des digressions. Voilà. Je sais plus non plus, mais non, c'était sur l'ouverture de Mystery Box, je crois, mais on a divagué, mais tant pis. Super intéressant. Et pour revenir du coup sur Forge Blast, anciennement Ouais. GameFi et Stepenstat, du coup, tu l'as évoqué, Stepenstat est né pour avoir de la donnée sur les upgrades de gemmes et les contenus des Mystery Box. Et puis ensuite, ça a évolué, et aujourd'hui, c'est pas que autour de Stephen, mais c'est autour de d'autres Move to Earn comme Genopet, mais pas que. Il y a aussi d'autres jeux comme The Heist ou plein d'autres jeux blockchain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de ce projet? Ouais, bien sûr. Donc du coup, alors moi j'adore le theory crafting comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi avant de faire Stephen, etc. J'avais du coup une grosse période Covid, World of Warcraft, où en fait tu sais ils avaient ressorti, je sais pas si c'était gamer, mais globalement en 2019 ils avaient ressorti la version originale de 2004 ou 2005 en France qui s'appelle classique hein, de World of Warcraft, donc qui est vraiment la version initiale, mais ils ont fait une réédition pour gagner des sous, autant en profiter. Et du coup, moi, j'avais été à fond dans la réédition de World of Warcraft avec des internes justement du service, et j'ai joué comme un gros geek, donc j'étais un mage. Et du coup, t'as énormément de théorie crafting dans World of Warcraft. Et j'ai déjà commencé pas mal avec ma guilde sur ça. Et puis avec Stephen, bah du coup j'ai continué un peu puisque j'avais déjà ces petites connaissances un peu de comment faire de l'optimisation de jeux vidéo. Et et du coup je me rends compte, en fait, le theory crafting c'est un truc de niche, clairement, euh, qui intéresse tout le monde, mais en fait, tu as très peu de personnes qui en font. C'est-à-dire, voilà, quand tu vas jouer sur, alors t'as plein de trucs, hein, t'as MOBA Fire, alors dans le jeu du gaming traditionnel, hein, tu vas avoir des guildes ou des plateformes qui vont faire ça, mais qui vont être spécifiques sur un type de jeu, sur un jeu particulier, parce que c'est une communauté de gamers qui font que ce jeu-là et qui vont monter des trucs ou dans des jeux de trading, d'échange de cartes là, de trading card game et TCG, genre tu vois Heroes, merde, ah Magic, voilà, Magic l'Assemblée ou des choses comme ça, euh, où en fait il y a plein de théories et en fait t'as pas de plateforme unifiée qui va faire du theory crafting pour plein de jeux. Alors que je dirais pas que c'est simple, mais ça n'existe pas. Il y a un vide, que ce soit dans le Web 3, mais enfin dans le Web 2, mais encore plus dans le Web 3, mais dans les deux aussi. Et donc l'idée, pourquoi est-ce que c'est ce qui est rigolo, c'est que tout le monde en a besoin, tout le monde le veut,
mais en fait, personne ne le fait. Alors pourquoi personne ne le fait? Ben, c'est que c'est hyper dur. C'est qu'en fait, le theory crafting, pour l'avoir fait rien qu'avec un jeu bête comme Stephen, rien que pour savoir quel est le profit de chaque mystery box, c'est hyper compliqué pour plein de raisons. Euh, pour des raisons pratiques, je vais pas développer maintenant, mais c'est aussi passionnant à réfléchir. Je me suis arraché les cheveux pendant des mois à savoir le profit des mystery box, chacune des mystery box, quel était le meilleur moment pour les ouvrir. Est-ce qu'il fallait attendre la fin, ou est-ce qu'on pouvait les ouvrir un peu avant? Parce que du coup, tu attends plus. Non seulement tu as le prix du GST, du GMT, du Russell, mais en plus de ça, t'as la variable dépendante du temps. Donc en fait, il fallait modéliser mathématiquement une sorte de courbe en cloche, savoir quel était le meilleur moment pour ouvrir. Et en fait, t'as plein de trucs comme ça qui sont hyper demandés mais qui sont pas faits. Et du coup, c'est sur ça où maintenant on travaille beaucoup. On travaille donc, alors on avait appelé le projet initialement GameFi. Alors c'était un peu complet. Alors on a changé de nom pour plein de raisons. Déjà parce que personne sait dire GameFi. Donc c'était GAM3.fi. Donc déjà faut le dire, GAM3.fi. Alors les Français en plus là, ils savent encore moins dire GameFi, GAMFi. Bon, c'était relou. Et en plus de ça, l'idée c'est que nous on est un peu dans on croit au Web 3, au gaming Web 3. Par contre, on est persuadé que le narratif derrière le Web 3, le gaming Web 3, ne sera pas autour des play to earn. C'est un truc du passé. C'est-à-dire qu'on parle d'adoption de masse. Ça sera pas à travers le play to earn, tout simplement parce qu'en fait, on se rend pas compte quand on n'est pas gamer, mais en fait, la crypto-monnaie, la blockchain, les NFT, beaucoup de joueurs traditionnels détestent. Hein, il y avait Ubisoft, il y a quelques années, qui avait essayé l'un des Ghost Recon, qui avait fait ça avec des NFT, une plateforme marketplace qui s'appelait Quartz. Ça avait été, c'était c'était une catastrophe. Là, par exemple, il y a quelques jours, il y a, sans parler de crypto-monnaie, il y a Helldivers 2, qui est un gros jeu Web3, un gros jeu traditionnel, qui est vraiment très rigolo à jouer, où en fait, ils ont arrêté la connexion Steam. Maintenant, il faut une connexion PlayStation Network. Il y a une sorte de vendetta massive des joueurs qui ont donné 100 000 avis négatifs sur Steam, où ça a plombé l'opinion générale. Donc, en fait, imagine maintenant que tu dois connecter un wallet. Alors là, pour le coup, c'est la catastrophe. Donc, parce que les gamers, en fait, ce qu'ils aiment, c'est l'entertainment, c'est le loisir, c'est le plaisir de jouer. Tu lui mets de la financiarisation, du gain, de la perte d'argent, du NFT. C'est levé de bouclier massif. D'accord? Donc, en fait, si tu veux obtenir une adoption de masse du gaming, faut arrêter avec ce principe de play to earn. Oh, c'était les premières générations, très bien. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Il y a une grande majorité qui a perdu de l'argent. Voilà, parce que c'est la spéculation, c'est comme ça que ça marche. C'est un système d'échange en fait. Hein. Donc du coup, ceux qui se font de l'argent se le font aux dépens de la majorité qui savent pas spéculer, moi y compris. Euh, donc du coup, le narratif sera plutôt sur l'entertainment et ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire la facilité qu'ont un joueur lambda de télécharger une application et puis de jouer directement sans avoir de NFT, sans passer par les marketplaces, sans avoir à acheter des trucs à 1000 balles. D'accord. Ouais. Voilà. Donc du coup, nous et puis surtout, c'est en faisant à la fois du Web 2 et du Web 3. C'est-à-dire que si tu veux faire rentrer des gens dans le jeu blockchain, ben en fait, il faut faire du jeu normal et puis de temps à autre parler d'un jeu blockchain assez intéressant, mais sans leur dire que c'est du jeu blockchain pour qu'ils y jouent et puis que derrière ça se fasse comme ça en fait. Voilà. Et donc du coup, Forge Blast, c'est ça. Forge Blast, c'est faire initialement du theory crafting pour plein de différents jeux différents, Web 2, Web 3. Là, on se focus sur le Web 3 parce que c'est notre communauté. Progressivement, on va aller sur du Web 2. Et puis, en fait, en plus du theory crafting, sur toute cette plateforme, on développe tout un écosystème sur plein d'autres possibilités qui sont moi que je trouve passionnantes. Mais bon, je suis le créateur du projet, donc forcément, je vends un peu mon projet. Mais donc du coup, en fait, ce que je suis en train d'imaginer, il faut que tu t'imagines nous on fait une plateforme mobile. Donc l'idée c'est une application mobile. À l'heure actuelle, tout se fait sur PC ou Mac, sur l'ordinateur. Mais moi, je veux vraiment avoir l'accessibilité mobile parce que c'est comme ça que tu touches les gens, que tu téléchargeras sur l'App Store ou sur Android, et tu auras plein d'options différentes, de secteurs différentes. Tu auras la partie theory crafting, qu'on appelle la forge. Ça va être une sorte d'univers un peu romantique, enfin Rome antique. Voilà. Donc du coup, j'aimerais lancer une sorte d'univers un peu gamifié de l'ensemble de tout ça. Donc tu vas avoir la partie forge qui est la partie theory crafting, la partie l'académie
qui va être la partie en fait d'apprentissage d'un jeu vidéo à travers un parcours un peu universitaire simplifié. C'est-à-dire que, je sais pas si tu connais un peu, moi j'adore faire Duolingo, qui est en fait une application qui permet d'apprendre une langue étrangère. Donc moi j'apprends déjà japonais, là ça va faire bientôt 1 an que je suis sur ça, que je trouve ça incroyable. Donc la gamification, rien à voir avec le GameFi. La gamification, c'est le fait de rendre plaisant quelque chose qui ne l'est pas. Par exemple, l'apprentissage. Apprendre quelque chose, c'est chiant. Donc du coup, on le gamifie, on en fait un jeu. Donc Duolingo, c'est ça, c'est apprendre une langue étrangère à travers un parcours pédagogique avec des petits personnages qui te parlent, tu gagnes des trucs, qui te permet derrière de débloquer des machins, et tu as un système de ligue. Donc tu passes de ligue en ligue pour essayer d'être le meilleur à chaque fois. Donc voilà, c'est ça la gamification. Et donc il y aura un peu ce même système-là où en fait, par exemple, un jeu Star Atlas, tu vois, je sais pas si tu connais, le gros jeu sur Solana de spatial. C'est un MMORPG, un open world. Pour le moment, c'est pas grand-chose pour être très franc, mais c'est un truc qui a une sorte de portée un peu trop ambitieuse, un peu à la Star Citizen pour ceux qui connaissent. Voilà, mais du coup l'idée c'est à l'heure actuelle, je suis un gamer, j'adore Solana, je connais parfaitement Star Atlas, je sais pas comment y jouer. Alors il y a un petit truc qui s'appelle enfin tu peux un peu jouer rapidement, jouer un peu avec un personnage, jouer un peu avec les vaisseaux spatiaux, mais c'est sur un endroit très localisé. Mais après, tu as un truc un peu plus complexe où il faut aller dans le Sage Labs, machin, où là, pour le coup, c'est plus un jeu vidéo, c'est un truc de stratégie et de gestion de ressources, en fait, où là, c'est un peu plus relou, c'est pas trop mon type de jeu. Et je sais pas comment y accéder à ça. Mais en fait, l'histoire du parcours gamifié, c'est ça. C'est tu commences au niveau 1, tu vas jusqu'au niveau 50 et progressivement, on va t'expliquer comment jouer le jeu, télécharger le jeu jusqu'à la fin pour vraiment être un roi du jeu vidéo, de connaître exactement les différentes mécaniques avec en plus des liens avec la forge. Donc ça, c'est le deuxième truc. Donc on a la forge théorie crafting, l'académie qui est le parcours académique pour apprendre. Tu vas avoir le codex qui va être en fait un portefeuille, un portfolio, voilà, de tes assets que tu as sur tes différents portefeuilles, focus gaming, et où en fait on va jeu par jeu déterminer quels sont tes attributs des NFT que tu hold, et puis derrière on va déterminer par un système de filtre des marketplaces quelle est ta valeur. Tu vois, par exemple à l'heure actuelle, je sais pas si tu as une sneaker rare sur Stephen, bah, généralement, on va théoriquement, la majorité des gens qui vont faire des portfolios vont te mettre la valeur la plus basse, le floor price de la common. Ben nous, en fait, on va Ouais. reconnaître l'attribut et on va se dire, bah en fait, la sneaker, non, c'est une rare, donc en fait, elle vaut beaucoup plus cher. Et donc du coup, voilà, c'est un peu comme ça qu'on fait. Donc là, pour Stephen, par exemple, c'est déjà actif. Hein, vous pouvez savoir votre valeur de tout ce que vous avez, de votre inventaire de sneakers là-dedans. On va travailler aussi sur les gemmes, etc. Pour le moment, c'est pas encore l'objectif, la priorité, mais voilà. Donc ça c'est le codex. On va avoir la partie qui s'appelle le forum, où là pour le coup c'est un truc je comprends même pas pourquoi ça n'existe pas déjà, qui est en fait une sorte de trading view, donc une plateforme de trading, mais où en fait on va mettre le prix des assets et où on va pouvoir les comparer avec Bitcoin, Ethereum, CryptoPunk, etc. Donc là si tu vas sur forgeless.com, tu vas dans le forum, tu te logs avec ton Discord ou pas, hein, tu peux aussi te loguer en guest, du coup ne pas te loguer, et tu peux par exemple comparer le prix d'une Rainbow Sneaker avec un CryptoPunk, si tu le veux. Voilà, Ok. c'est déjà efficace. On a aussi ça avec Gaz Hero. On a tous les assets de Gaz Hero et tu peux comparer un Genesis Hero par rapport au prix de Ether, par exemple, au prix de Polygon, au prix de Solana, de Immutable, ce que tu veux. Donc en fait, on compare les coins avec une API de CoinGecko, de NFT, de plein de NFT différents. Je crois qu'il y a 3000 à 5000 collections NFT différentes. Les tokens des monnaies qu'il y a sur CoinGecko, plus les jeux qui sont éligibles. Donc là, nous, on a fait Stephen Gaziro et progressivement, on va en mettre de plus en plus. Voilà. Et donc tu peux et puis on va faire ça avec un système de notification, c'est-à-dire quand tu arrives au système de floor price, bah pouf, tu auras une notification sur ton téléphone. Voilà, votre sneaker, vous avez une sneaker Rainbow pour tant sur la marketplace, ce qui fait que ça te permettra un peu de sniper les bonnes occasions. Alors c'est pas un sniper dans le sens où ça va pas t'auto-acheter l'asset, mais en fait, il va falloir que tu ailles sur la marketplace et que tu sois assez rapide pour l'acheter, tu vois. Donc et en fait ça n'existe pas. T'as pas de truc, t'as pas d'application qui te donne une notification dès que tu as un asset qui arrive
arrive à un certain truc. Donc c'est un vrai manque, tu vois, c'est dommage. Voilà, et puis on a plein d'autres choses en tête, hein. On va avoir la bibliothèque, la library, qui est l'endroit où ça va être un peu notre chat GPT, mais pour le gaming. C'est-à-dire que là, on est en train de développer, il y a Marc, qui est un Britannique qui fait partie de l'équipe, qui a acheté une RTX 4090, qui est une carte graphique de bâtard. Et en fait, elle est en train de faire il est en train de modéliser en fait notre propre modèle d'IA qui sera focalisé sur le gaming, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle, qui serait une IA communautaire sur plein de jeux de gaming. Tu as des IA de gaming, mais t'as pas des IA spécialisées communautaires pour le gaming, où tu poses une question et puis derrière, et puis ça va surtout être une IA qui va être aussi une IA, soit à la l'IA générique, hein, ce qu'on appelle les LLM, hein, qui est en fait le chatbot en fait, hein, c'est celui qui te parle, qui te répond par rapport à une documentation qu'il y a en général sur Internet. Et puis, nous, ce qu'on aimerait y ajouter, puisque du coup, avec la Forge, on va récupérer des millions de données, des dizaines de millions de données de plein de trucs. Par exemple, sur Stephen, on a 7 millions de données individuelles de personnes. Et on peut faire du big data, en fait, et donner de l'information que personne n'a. Donc, on veut faire une IA générative qui, certes, c'est te parler, faire du LLM, mais en plus de ça, faire du big data. C'est-à-dire, quand tu lui demandes ouais, voilà, j'ai une sneaker rare et j'ai 350 de luck avec 15 énergies. Qu'est-ce que je peux espérer comme mystery box? Et ben du coup, ça va te modéliser ça va te modéliser un modèle mathématique et va te dire bah vous avez tant de probabilité d'avoir une mystery box de niveau 3, tant de niveau 4 et tant de niveau 2 par exemple, tu vois. Et ça c'est quelque chose que tu ne peux faire qu'à partir du moment où tu as de la data, hein, donc ça c'est un peu notre projet également. Et puis voilà, il y a plein de trucs, le sanctuaire qui va être un système de reward. Donc là, c'est rester connecté sur notre Discord parce que là, dans les prochains jours, on va lancer enfin le sanctuaire où en fait, tu vas pouvoir gagner des raisins, des grapes, qui va être un méthode des rewards parce que tu utilises notre application, parce que tu mets tes données Stephen via notre application tous les jours, parce que tu réagis avec nos réseaux sociaux, parce que tu participes aux réseaux sociaux, tu es présent sur nos shows YouTube, sur nos shows Twitter Space. On a une scène Twitch aussi où on a un live streamer américain qui nous Twitch, enfin plein de jeux différents. Voilà, quand tu participes, bah, du coup, tu gagnes des grapes. Et avec la quantité de grapes que tu auras accumulé, bah, tu peux t'acheter des rewards sur notre Discord et bientôt sur notre application directement. Voilà, donc je crois on en a 8 au niveau des features. Je dois en oublier une ou deux. Mais globalement, tu vois un peu l'ambition du projet. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est. Et là maintenant, donc on a 5 phases au total. On est sur la phase 1. Donc là, ça fait 1 an et demi hein, qu'on travaille sur tout ça. On a notre communauté qui est la core community. On a les trucs un peu de base, hein, les features de base. On a 2 développeurs qui travaillent sur ça. On est 4 dans l'équipe core et ils sont 9 dans l'équipe support. Et voilà, puis on travaille sur un truc voilà, qui va être assez énorme. Et puis là, on est en cours de financement auprès de venture capital, donc de hedge fund et puis d'agences de capital risque pour récupérer 2 millions de dollars. C'est ça un peu l'objectif qui nous permettra à terme de financer le projet et faire cette fameuse application qui nous permettra de rentrer dans la phase 2 du projet sur 5. Voilà. Donc c'est ambitieux. J'ai assez parlé. À toi maintenant. Super, ouais, bah, ça nous donne une vision très claire de ce que c'est. Moi, la première question qui me vient en tête, c'est tes 3 associés, du coup, qui sont dans l'équipe Core, tu les as trouvés comment? Ou rencontrés comment? Et ben en fait par la communauté, Ok. c'est-à-dire que la première personne que j'ai connue, alors initialement c'était avec l'IS, donc le premier développeur qui a dû, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors ça lui il était sur Steppenstat, hein, il était pas trop sur GameFi, il est revenu un peu après, on a un peu travaillé sur quelques éléments, mais après la réalité de la vie réelle l'a rattrapé. Mais après assez rapidement, j'ai été donc sur Steppen, sur Genopets et sur Slipagotchi, qui est aussi un jeu un peu live to earn, tu vis et puis tu gagnes de l'argent. Tu gagnes quelque chose. Bon là, c'est pas blockchainisé, donc c'était juste une preuve de concept, Slipagotchi, mais c'est toujours, je joue toujours tous les jours encore à ça. Et en fait, sur Slipagotchi, tu avais un autre theory crafter, donc qui s'appelle Mathieu, qui est français, qui habite vers Lyon, qui lui avait développé. Alors lui, c'est un peu l'inverse de moi, c'est-à-dire que moi, je suis un statisticien theory crafter, par contre, je suis pas du tout un développeur, et lui
c'est beaucoup un développeur. Il fait des trucs magnifiques. Il avait donc fait il avait fait un site qui s'appelait gotchi-stats.com, qui maintenant, bah, du coup, on l'a englobé, et qui faisait un truc magnifique avec il est un peu théorie crafter aussi, donc du coup, il essayait de voir comment essayer de bien, donc c'était un peu le référent Slipagotchi de Slipagotchi, le référent théorie crafter de Slipagotchi. Et du coup, ce gars-là, bah, en fait, j'ai deux choix. Je me dis, soit je suis un agressif et je le bouffe, c'est-à-dire que je fais mes trucs de mon côté, soit en fait, je travaille avec lui. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus intelligent de travailler avec des personnes qui ont des compétences que toi tu n'as pas forcément, que tu n'as pas du tout même. Et donc du coup, je dis ouais, salut. Donc c'est Vamonos Pest, hein, son pseudo. Salut Vamonos, Crit. Bah voilà, ça serait cool qu'on travaille ensemble. Et il a dit ok go. Et du coup, on a travaillé ensemble et ça fait depuis maintenant plus d'un an qu'on travaille ensemble tous les jours à travailler sur l'évolution de notre plateforme. Après, on a eu Payou, Marc, donc c'est le Britannique, hein, qui lui est en fait sur plein de projets différents de gaming, et lui qui maintenant est mon second in chief, c'est le sous-chef, hein, qui gère énormément de choses et qui va gérer toute la partie notamment marketing et business du truc. Là où moi je vais plutôt rester sur la partie vision, théorie crafting, recherche. Voilà. Alors après j'ai un œil sur tout, mais globalement c'est simple, on se distribue un peu le truc comme ça. Mathieu lui il reste plutôt sur la partie développement. Et puis on a le quatrième qui nous a rejoint en dernier, qui est ben, Jérémy aussi, qui est un Strasbourgeois, qui était notre membre le plus actif dans notre communauté. Il était là tout le temps, il aidait tout le temps les gens, il s'arrêtait jamais. On a un truc qui s'appelle les Elder Avatars, qui en fait sur mon Twitter, tu verras, c'est mon photo de profil. En fait, c'est Ouais. notre collection NFT qu'on essaie d'être une collection vraiment très cool. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme les autres, hein. On fait un truc où en fait on te crée un NFT juste pour toi. Juste pour toi, c'est-à-dire que tu nous envoies ta photo ou pas. C'est-à-dire on a 60% de personnes qui sont docs et 40% qui le sont pas. Donc docs, c'est des gens qui acceptent de rendre public leur identité. On connaît pas leur nom, leur prénom, mais au moins on a leur photo. Et en fait, grâce à Flo, qui est ben, l'un des gens de notre team support, ben, en fait, on travaille sur la création d'un NFT à partir de leurs photos, où en fait, on va créer un univers d'Heroic Fantasy, où on va avoir 5 classes. Où on va avoir les chevaliers, on va avoir les rogues, donc les voleurs, on va avoir les sorciers, on va avoir les hunters, donc les chasseurs, et on va avoir les prêtres. Donc un truc un peu, tu vois, World of Warcraft là aussi pareil dans ce milieu-là, ou Donjons et Dragons pour ceux qui connaissent. Et en fait, à partir de ça, on va avec de l'IA générative, on va en plus ajouter à partir de 3 logiciels d'IA générative, on va ajouter leur tête de telle sorte à ce que ce soit quand même cohérent en termes de photomontage, parce qu'il faut pas que il faut pas que ça se voit, il faut que ce soit quand même relativement beau à voir. Et puis après, moi, je vais prendre le relais derrière sur le background, le décor derrière, pour que ce soit un truc joli et cohérent sur tous les NFT. Et derrière, le minter, puis l'envoyer à la personne. Voilà. Donc, et en fait, donc il y a 5 classes différentes, comme je te l'ai dit. Et en fait, Mausolée, donc Jérémy, ça a été la première personne à avoir les 5, tellement il était intégré dans la communauté, à tout faire, à tout. Voilà. Donc, et ce gars-là, on s'est dit, voilà, on s'est dit, c'est dommage, le gars, il est hyper intégré. Faut le faire rentrer dans l'équipe, quoi. Il est vraiment à fond. Et donc, du coup, on l'a intégré, puis maintenant, il s'occupe des réseaux sociaux. Donc, il va surtout s'occuper de Twitter, de YouTube. Tout ce qui va être création de contenu. Donc là, par exemple, récemment, on a lancé une vidéo sur les news. Vous allez sur YouTube, hein, vous tapez Forge Blast, vous tombez sur une vidéo de Payou justement, donc Marc qui dit toutes les news dans le crypto gaming sur les derniers sur la semaine d'avant. Et en fait, c'est Jérémy donc Mausolée qui a fait toute la partie création de contenu, ce qui prend énormément de temps, hein. Le montage, ça prend un temps fou. Voilà, donc c'est lui qui fait ça, donc c'est assez cool. Voilà, donc Ok, super. Donc ouais, l'équipe qui s'est composée au fur et à mesure. Et au niveau des jeux, vous les sélectionnez comment? C'est des jeux auxquels vous jouez? Est-ce que du coup, il y a énormément de recherches bah, pour les Alors données que sur vous allez la fin, partager? ouais. Alors ça a beaucoup changé ça au fil du temps. Initialement, on était parti sur on fait un jeu, on le construit bien, on prend un modérateur qui va être là pour aider, assister les gens, et puis derrière voilà, on ajoutera des jeux un par un. On a changé là avec l'arrivée de la phase 2, c'est-à-dire que maintenant on va être beaucoup plus générique.
là, si tu vas sur notre serveur Discord, par exemple, tu vas avoir plein de jeux. Hein. On a, je crois, une cinquantaine de jeux différents Web3. Et puis, l'idée, c'est de développer des partenariats stratégiques avec des studios, des équipes de jeux vidéo, et puis de faire des événements où on pourra faire gagner des choses, des skins ou des choses comme ça aux gens de notre communauté qui participent, à gagner des codes d'accès, par exemple, au jeu. Donc, du coup, maintenant, on peut faire que du modérateur un peu général. Et puis par contre, avant on était en focus Steppen, Slipagotchi, Gazhiro, Genopets. Maintenant tout ça, on a archivé les anciens canaux et on les a intégrés dans des channels Discord, des canaux Discord qui sont classés par genre de jeu. Tu vas avoir les jeux RPG, les jeux de cartes, les jeux de puzzle, les jeux d'action, les jeux de shooting, d'action, voilà. Et donc du coup, tu auras aussi les idle games. Alors les idle games, idle en anglais, c'est celui qui fait rien, tu vois, qui se croise les coudes, enfin qui se croise les bras. C'est un peu le type de jeu du Web 3 en fait, hein, The Heist, Step Genopets, où en fait c'est pas vraiment des jeux. Tu restes pas pendant une heure devant un truc à jouer avec ton clavier et ta souris. Tu appuies sur un truc et puis ça passe. Tu vois, c'est un peu les jeux de mémé quoi. Tu vois, c'est Candy Crush. Ça c'est un idle game. Tu fais un truc avec ton pouce et puis tu crois que tu joues. Euh, voilà. Et donc du coup tout ça a été intégré dans Idle Games. Et voilà, et donc du coup maintenant sur la phase 2, on est plutôt sur l'expansion de notre projet, sur beaucoup de projets Web3 et notamment sur des jeux, on va dire, plus intéressants que la première génération de Move to Earn, c'est-à-dire du vrai jeu vidéo, de FPS, d'action-aventure, de RPG, où là on se rapproche des jeux traditionnels parce que, encore une fois, ça va être le prochain narratif. Le prochain narratif, c'est plus le play to earn. Le prochain narratif, ce sera plutôt l'entertainment. L'actuel, c'est le play to airdrop. Hein. Play to airdrop, c'est le truc hyper relou. C'est le truc où bah, tu utilises une plateforme et tu espères que tu vas devenir millionnaire en faisant du truc tu sais, le Engage. Tous les Discord maintenant, ils ont le bot Engage. Tu vas retweet, tu vas machin, tu vas faire des quêtes, tu vas faire des missions tous les jours. Ça te prend 1 heure, 2 heures par jour pour tout faire. Et puis à la fin, tu as de l'argent. Donc parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et il faut savoir que c'est comme tout, hein, encore une fois, il faut jouer sur la niche, c'est-à-dire que si vous faites les choses que tout le monde fait, ben, en fait, vous aurez quasiment rien à la fin parce que ça dilue l'airdrop auprès de plus de communautés. Donc il faut être assez malin pour faire plutôt moi j'ai plus le temps de faire du airdrop malheureusement, mais voilà, faut être assez malin sur ces choses-là. Donc l'idée c'est ça, c'est pouvoir faire une expansion et jouer plutôt sur le prochain narratif qui est sur quels sont les jeux qui ont le plus de chances de faire adopter la majorité des joueurs traditionnels plus que le play to earn. Donc voilà, on est beaucoup plus généraliste, on est beaucoup moins move to earn maintenant, on l'est beaucoup moins déjà depuis pas mal de temps. Il y a Gazhiro qui est revenu un peu sur le devant de la scène parce qu'on a évidemment une grosse communauté Steppen initialement, hein, qui est notre communauté initiale, voilà. Et donc on a créé une sorte de une guilde Gazhiro, hein, qui est l'une des seules guildes Gazhiro qui existe, qui s'appelle Gaz. Oh putain merde, j'ai un trou. Alors moi, il faut savoir que j'ai quasiment pas joué à Gazhiro, mais oh putain, j'ai un doute. Du tout. Bon, bref, c'est notre guilde sur Forge Blast, que moi j'ai pas du tout géré. Hein. Il y a des gens qui savent bien mieux gérer à Gazero que moi qui gèrent notre communauté. Et c'était le temps justement de continuer à développer nos autres outils. Voilà. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est pour le moment, plutôt sur l'expansion des jeux vidéo. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que Gazero j'ai quasiment pas joué, c'est-à-dire que j'avais joué à la bêta initialement, je me suis levé à 4 heures du matin quand même pour y jouer parce que bah, du coup ils avaient plutôt privilégié les Américains, les Asiatiques et les Australiens. Bon c'est tout, hein, on est souvent privilégié en Europe, donc c'est tout, hein, ça arrive pas tout le temps. Et en fait à partir du moment où ils ont dit qu'il y avait ce système, je sais pas s'il y a joué, mais qu'il y a un système où en fait il fallait grinder les levels pour réussir à être maire et qu'en fait avait un système, plus tu montais dans la hiérarchie, plus tu gagnais d'argent. Moi je me suis dit wow, c'est bon, ça m'intéresse plus. Si on part sur un truc où en fait faut acheter plus, enfin, c'est ça le truc, hein, on va pas se mentir, hein, pour être maire, faut avoir beaucoup d'assets, faut investir beaucoup pour espérer récupérer. Ok, ça c'est bon, on a déjà vu, ça m'intéresse plus. Je vais pas mettre 50 000 balles dans Gazhiro pour espérer avoir 10% de ça à la fin. Donc plutôt piège à con que moi ça m'intéressait pas trop. Le jeu, il est
un peu fun, mais moi je le trouve pas fantastique pour être très franc. C'est de l'auto-chess, auto-paddler en termes de genre de jeu vidéo. C'est pas moi les auto-chess typiquement. Enfin, il y a plein de jeux qui existent comme ça. Là, je trouve pas ça très passionnant. C'est plutôt des modélisations de. Alors, après, c'est intéressant d'un point de vue théorie crafting parce que derrière c'est du build de caractère, de personnages. Et en fait, en fonction les personnages s'optimisent entre eux en fait. Donc c'est le build est vachement important, la façon dont tu construis ton équipe. Donc d'un point de vue théorie graphique, c'est hyper intéressant. D'un point de vue personnel, moi j'y joue pas parce que ça m'intéresse pas. Et puis le côté play to earn, moi c'est vraiment quelque chose. On me dit gagner de l'argent, moi ça m'intéresse plus pour le projet qu'on est en train de lancer. Voilà. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est pour le moment. Ok, ça marche. Et comment tu arrives à tout faire? Tu nous as expliqué que tu étais médecin, qui n'est pas non plus le métier qui prend le moins de temps, plus développer tous les aspects de Forge Blast, plus demain lever de l'argent, donc j'imagine essayer de trouver aussi des partenariats. La coque, Comment tu... la coque, il y a que la coque qui marche. Non, non, je rigole. Alors moi j'ai de la chance dans mon métier de médecin. Si tu veux tout savoir, je suis réanimateur. Donc je travaille dans une réanimation, hein, donc c'est pas des cas gays. Mais en fait, je travaille en garde et en travaillant en garde, si tu veux, tu travailles 24 heures d'affilée à ton hôpital et puis derrière tu as 2 jours de libre. Et en fait, je travaille sans rentrer dans les détails pour la faire simple, j'ai 6 mois de congé dans l'année, donc c'est quand même plutôt cool. Enfin, je travaille plus précisément entre 100 et 110 jours par an. Alors jour et garde, c'est-à-dire que parfois une journée c'est 24 heures d'affilée encore une fois, de gardes qui sont plus ou moins fatigantes, mais ça me laisse quand même, tu vois, quasiment entre 150 et 200 jours de libre dans l'année. Donc j'ai énormément de temps libre pour développer mes autres projets à côté. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai développé ma chaîne Steppenstat, enfin Steppen Crit Steppen, et que je développe aussi Forge Blast à côté de ça. Donc voilà comment je fais parce que j'ai la chance d'avoir un métier bon, qui est dur, où il faut quand même faire un peu d'études, mais où derrière à la fin t'as plutôt une bonne paye et puis derrière bah, t'as du temps libre. Donc c'est cool. Ok, top. Et qu'est-ce que tu aurais fait, je sais pas, différemment dans la construction de ce projet pour peut-être, je sais pas, gagner du temps ou qu'est-ce qui t'a semblé le plus important à développer d'abord pour le faire évoluer? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est la communauté? Je regrette pas grand-chose dans le sens où tout est une histoire de timing. C'est-à-dire que l'équipe que j'ai actuellement, moi je les ai choisis parce que je trouve que c'est des très bons éléments et il n'y a pas une journée où je suis pas content de travailler avec eux. C'est pas des feignasses, c'est pas des profiteurs, c'est des gens qui veulent construire le projet ensemble. Donc je trouve vraiment fantastique et puis je tenais à les remercier aussi sur tout ça. Ils le savent aussi, hein. Euh, et puis après. Les projets, ça prend du temps. C'est-à-dire que quand tu montes un projet, en fait, moi, par exemple, je sous-estimais énormément le temps de développement. Tu sais, quand je dis, moi qui suis pas développeur, quand je dis, ouais, vas-y, tu me feras ça, pour moi, je pense qu'il me faut 2 jours, alors qu'en fait, il faut 2 semaines, parce qu'en fait, certes, il faut développer le code, faut backtester derrière le code, être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, et en fait, mine de rien, ça prend toujours plus de temps. Et moi, le principal souci que j'ai toujours eu avec tous mes projets, enfin tous mes projets dans le cadre de la crypto là, Steppenstat, GameFi, Forgeblast, ça a toujours été le côté de développeur parce qu'en fait, le développeur, faut que tu te rends compte qu'ils ont leur métier à côté, ils ont leur famille à côté. C'est mine de rien un métier qui gagne beaucoup d'argent. Je pensais pas, mais ça gagne beaucoup d'argent. Pour faire une application mobile, par exemple, dans un truc, mais plutôt dans le cadre de mon travail, en fait, j'ai appris que ça coûtait entre 50 et 100 000 euros pour créer une application mobile, là où je pensais que ça coûtait peut-être 15-20 000. J'étais vraiment à milieu de penser que ça coûtait aussi cher. Du coup, bah voilà, les choses coûtent cher, ça coûte du temps et trouver un développeur qui te dise, bah voilà, go, je trouve ça cool ton truc, on travaille ensemble et puis on construit quelque chose ensemble gratuitement parce que je suis pas payé, hein, je suis pas payé, aucun des membres de l'équipe n'est payé, on fait ça par passion parce que ça nous intéresse. Et ben c'est ce qui est le plus compliqué. Donc ça prend du temps, tout prend du temps. Quand tu construis des choses, ça prend du temps. Et je pense que tu as une sorte, quand tu construis des projets, de pente, un truc un peu exponentiel qui se voit très bien d'ailleurs quand tu es membre de la communauté. Hein, quand tu es membre de la communauté, parfois, il se passe rien. Il se passe rien pendant des semaines, des mois, tu te fais chier, tu crois que le projet est mort. Alors non, c'est juste que ça prend plus de temps, que
bah voilà, des gens ils sont en vacances, les gens ils ont la famille, même nous, hein, nous des fois, on a des trucs où on est sur d'autres projets, où on fait du grind sur d'autres projets, où on essaie d'eux, où on part en vacances. Voilà, donc et puis après ça revient. Là par exemple, on est sur une phase où on a un nouveau développeur, on est sur plein de trucs, on développe le sanctuaire, les grapes, etc. On a lancé notre premier show là avant-hier, voilà, donc ça va parfois par des phases de hype. Et donc, tu vois, notre projet il est relativement jeune, hein. On a lancé le Discord en octobre 2022. Tu vois, donc là, on est à 1 an et demi, on va dire, du projet. Et je peux t'assurer que si je t'écrivais sur un Word tout ce qu'on a fait depuis 1 an et demi, c'est dingue. C'est juste dingue. C'est vraiment un métier, moi, qui me prend à la limite plus de temps que mon métier de médecin, tu vois. Je passe mon temps à faire ça, essayer de développer des trucs, mes collègues aussi. Et je trouve que tout ce qu'on a fait, c'est vraiment admirable, en tout cas de mon point de vue, qui est forcément biaisé. Mais voilà, donc je regrette pas grand-chose. Je regrette pas que ce soit aussi lent parce que oui, je me rends compte que les choses sont longues. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être, qui vont se, comment dire, dans le gaming, des achievements unlocked. Qui vont apparaître à partir du moment où on aura du financement, parce que quand tu veux payer les gens, forcément, ça permet, ben voilà, de développer aussi, de booster tes réseaux sociaux, d'améliorer le développement de ton application. Donc voilà, on a fait le pitch deck, on a fait le business plan qui fait 60 pages, on a envoyé à 70 venture capital pour le moment, on attend les réponses, hein, c'est depuis la semaine dernière, hein, donc c'est vraiment récent ces choses-là. Et puis je pense vraiment que quand on sera financé, là je pense que vous nous entendrez beaucoup plus parler de nous. Voilà. Mais donc je regrette pas grand-chose. Je suis très fier de ce qu'on a fait jusqu'au moment. Là où je suis encore plus content, c'est que parfois, notamment quand on discute avec l'équipe, parfois on peut avoir des décisions de faire des choses pour le projet, pour le court terme, parce il faut que les gens y retweetent, il faut que la communauté elle s'agrandisse, il faut que là où moi je dis non, on se calme. Il y a un projet, ça met des années à se faire. On va pas créer un truc qui sera genre typiquement des attributs sur des NFT avec des, tu vois, par exemple, on a fait un event de Père Noël où en fait on reprenait les Elder Avatars, donc les profils, les photos de profil, voilà, et on mettait des chapeaux de Noël. Et en fait, dans l'équipe, on s'est demandé est-ce qu'il fallait les ajouter un peu comme un attribut un peu spécial, un skin dans notre collection initiale. Non, moi je leur ai dit non, la collection initiale, c'est notre collection initiale. Elle doit rester pure, innocente quelque part. On va pas rajouter des chapeaux de Noël dans une collection comme ça. C'est absurde juste pour avoir une sorte de skin un peu OG, tu vois, un peu Genesis. Je suis le seul à l'avoir. Non, non. Moi j'ai envie d'avoir un truc vraiment qui reste. Et en fait, tout ce qu'on fait dans le projet, en tout cas moi c'est ma vision, faut toujours le faire de telle sorte à ce que, au long terme, on ne le regrette jamais. Donc toujours rester protectionniste dans ce que tu ajoutes dans un projet pour que dans 5 ans, on se dise pas oh putain pourquoi on a fait ça, on a été con. Parce qu'en fait le succès, je pense qu'on l'aura, j'espère bien qu'on l'aura, on fait tout pour. C'est juste que parfois, bah, ça prend plus de temps pour se développer. Par contre, les actions qu'on fait sur maintenant, dans le présent, bah, parfois peuvent avoir des conséquences pour la suite. Donc, il faut toujours penser à la pérennité du projet sur le long terme. Ok, ça marche. Et puis bon, on laissera bien évidemment les liens vers le Discord et le Twitter et la chaîne YouTube dans la description pour ceux qui veulent creuser. Et bah, Crit, on va se diriger tout doucement vers la fin de ce podcast. Ça fait déjà Oh, 1 heure déjà, ça fait déjà qu'on 1 heure, échange. mon Dieu. Ah, Ah, je ça t'ai dit passe que je super t'ai dit que je vite. parlais beaucoup, hein. Je t'ai dit que je parlais beaucoup. Non, non, mais c'est toujours super intéressant. Et si je mettais pas de pause, je pense que je pourrais parler 2, 3 heures avec chaque invité. Mais j'ai une habitude, une petite tradition, c'est que je finis tous les épisodes par poser les 3 mêmes questions à mes invités. Et la première que je te pose, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Hmm, intéressant comme question. Je pense que, notamment quand t'as ma position, qui est celui de booster ton projet avant tout, qui est quand même ça, hein, c'est pas vraiment moi ce qui va m'intéresser, ça va pas se faire du fric sur un NFT, ça va être plutôt quel type de NFT te permettra de découvrir une communauté et des opportunités surtout que tu n'aurais pas avec d'autres. Et en fait,
ça va être moi évidemment sur le côté gaming, et donc il va y avoir des communautés comme par exemple les Ethereum Lizards, F Lizards, qui ont des NFT qui coûtent la peau du cul. Ouais, ça m'intéresserait d'être dedans. T'as les Wolves DAO. Alors c'est pas les Wolves Epic Club, hein, c'est Wolves DAO, c'est une énorme communauté de gaming euh, qui sont des comme KOL. J'aime pas le terme KOL, c'est des influenceurs quoi. Qui sont c'est le nouveau terme d'influenceurs KOL avec en plus des objectifs, bon, peu importe. Je crois que c'est Key Mais dans Opinion le Leader, c'est ça? qui opinion leader, voilà, donc Ouais, c'est ça. des leaders clés d'opinion, des leaders d'opinion. Voilà, c'est ça le terme en français. Qui opinion leaders, qui sont des personnes que tout le monde suit, que les gens retweetent, où il y a une part aussi d'avis biaisés, et puis des gens qui sont payés aussi, donc mais qui ont derrière un énorme réseau. Et en fait, c'est ça, c'est donc les Vols DAO, c'est un gros réseau. Tu vas avoir les F-Lizards qui va être un gros réseau. Tu as aussi Games, GG, GAM3S, .gg, qui est aussi une grosse plateforme de gaming Web3, qui font aussi de très belles choses sur ça. Et en fait, ça serait plutôt ça serait acheter leurs NFT qui coûtent cher, voire même qui sont pas achetables. Hein. Les Vols DAO, c'est des SBT, donc des Soulbound Tokens. Donc il y en a que 300, hein, donc pour le coup, voilà. Et là, par exemple, je viens d'acheter, tu verras sur mon Twitter, juste avant d'avoir ce show-là, il y a une communauté qui m'intéresse beaucoup, qui sont les paladins, paladins des AO, qui est, je pense, une communauté où il y a 2000 personnes sur le Discord, qui sont très actifs, qui ont un gros partenariat avec des gros studios de jeux et qui font un partenariat avec Forbes, donc le journal des gens riches, récemment. Et eux, là, je viens d'acheter quasiment une vingtaine de NFT, dont trois épiques et une dizaine de rares pour 400 balles. Donc c'est quand même une petite somme, mais je pense que c'est pas grand-chose par rapport à ce que ça revaudra d'ici quelques mois, voire quelques années. Donc voilà, c'est ça, c'est les opportunités qui m'intéressent pour répondre à ta première question. Ok, ça roule. Et comme disent certains anglophones, your network is your net worth. Donc, ça Ouais, l'illustre pas mal. c'est vrai. Euh, Deuxième question, quel francophone, quel invité aimerais-tu que je reçoive sur le Clonecast? Alors évidemment, je connais beaucoup d'anglophones pour être très franc avec toi. Je sais que tu avais déjà invité Club Stephen France. Je crois que tu avais aussi invité les Wolves Epic Club, hein, que je trouve qui sont une communauté incroyable du Move to Earn et un peu plus. Donc je vais pas Je te les l'avais reçu, ouais. redire, les réinviter. Mais en tout cas, ils font un truc incroyable. Hein, si vous connaissez pas les Wolves DAO et que vous voyez du Move to Earn, les Wolves Epic Club. Avant c'était Elite Club, maintenant c'est Epic Club. Je vous le recommande. En francophone, si je devais te recommander quelqu'un, ce serait quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans le milieu du Move to Earn aussi, qui est Kevin Serrou, qui est le PDG directeur de Defit, Ataraxia sur Twitter, qui est un gars donc qui fait du Move to Earn, mais qui essaie de construire quelque chose qui soit pas que du Play to Earn, euh, et qui est quelqu'un qui est hyper actif. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que alors c'est un francophone qui a un côté très international dans le fait qu'il essaie aussi de convaincre aussi une communauté internationale, tout en conservant sa spécificité française, en essayant de se faire financer par des communautés françaises, par des investisseurs français, par des hedge funds plutôt français, ou par le ministère de la Santé, ou j'en sais rien, ou des plateformes telles que le Tremplin, qui sont voilà, et donc du coup, pour toi, ça peut être intéressant parce que ça peut donner un peu le côté builder, celui qui construit un projet et les difficultés que peut avoir un projet. Et lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui veut le succès, qui pense à sa communauté, qui fait tout justement pour faire quelque chose de pérenne dans le temps. Et donc, ouais, je trouve que c'est un gars qui est génial, qui essaie de me convaincre depuis 2 ans de faire des feats tous les jours avec Stephen. Sauf que du coup, fallait acheter une Garmin, machin. Moi, j'avais une Xiaomi et en fait, ça, c'était pas compatible, donc c'est tout. Euh, mais il a toujours essayé de me convaincre à faire des feats. J'ai jamais acheté, j'ai jamais fait des feats pour le moment. Mais c'est clairement quelqu'un qu'il faudrait inviter. Je suis certain qu'il aura des très bons tuyaux et ce sera un très bon invité pour toi. Ok, super, bah, c'est ajouté à la liste. Merci. Et dernière question, quel conseil partagerais-tu à nos auditeurs par rapport à soit la vie en général, soit ton parcours, soit le Web3 spécifiquement? Ce qui te passe par la tête?
Faites du sport. Non, évidemment, ça sera une communauté de crypto, je pense. Dans la crypto, on a tendance à se croire plus malin que les autres, à penser qu'on est un très bon spéculateur, notamment en bull run. On croit qu'on va gagner des millions très rapidement parce qu'en fait, en bull run, vous pouvez prendre n'importe quelle merde qui traîne sur Internet, vous allez vous faire de l'argent. Le problème, c'est lorsque ça va chuter, vous allez juste tout perdre parce qu'en fait, vous allez mettre toutes vos économies dedans au pire moment. Et en fait, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est comme ça que tout le monde commence, c'est vouloir commencer à partir dans énormément de projets, dans plein d'univers différents, le gaming, l'intelligence artificielle, la DeFi, la finance décentralisée, etc., sur des sujets qu'on ne maîtrise absolument pas. Moi, ce que je recommanderais vraiment, et ça serait vraiment de plutôt encore une fois, l'argent, vous le ferez si c'est ça qui vous intéresse, en étant vraiment très early sur des projets. Donc ça veut dire en connaissant très bien déjà un secteur d'activité, soit le gaming, soit la DeFi, soit l'IA, soit ce que vous voulez, mais focussez-vous sur un seul secteur d'activité. Et ce secteur d'activité, bah, vous devez toujours avoir peut-être 3-4 Discord où là vous êtes parfaitement intégré. Typiquement moi Stephen, les opportunités, ça a été vraiment en m'intégrant c'était ma première communauté où vraiment j'étais intégré et j'ai vu les opportunités que ça a pu m'apporter personnellement en faisant ça. Participer aux communautés. Puis après, vous avez genre 2-3 sphères un peu plus larges où vous savez ce qui se passe, vous suivez les annonces, mais vous n'êtes pas forcément aussi intégré. De manière, c'est pas possible avec une vie familiale, personnelle, d'être 100% du temps. Et puis vous risquez aussi de nuire à votre vie personnelle, à votre vie familiale. Donc c'est aussi, faut aussi conserver. Donc c'est un double conseil, c'est à la fois rester sur une communauté très spécifique, sur une niche particulière, sur 2 ou 3 Discord, 3-4 Discord, où vous savez parfaitement comment anticiper les mouvements de marché. C'est ça qui est important, c'est anticiper les mouvements de marché et pas acheter quand tout est haut. N'achetez jamais quand c'est haut. C'est le principe de la spéculation. Et le deuxième truc, c'est garder toujours un sens terre à terre, garder une vie familiale, garder une vie compétitive, parce que très rapidement, c'est un milieu, on l'a tous connu, qui peut être très vite addictif, encore une fois, parce que ça ramène à l'argent. Et en fait, on peut très rapidement perdre aussi ses repères, ses amis, sa famille par ces choses-là. Donc, n'oubliez pas de conserver quand même toujours un pied à terre et partager des moments avec les personnes que vous aimez. Voilà. Ok, super. Et ben écoute, merci beaucoup, Crit, pour cet échange. Mais merci à toi, Zerix, monsieur. C'était génial. C'était trop bien. Top. Et pour ce dernier conseil de fin, bah, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous voulez retrouver les projets évoqués ou suivre Crit sur les réseaux sociaux, bien évidemment, les liens seront en description. Merci encore, à la prochaine. Et faites votre sortie, Stephen, faites du sport. Ciao. Salut.